Ma mère a emmené l'homme qui m'avait fait du mal à mon rendez-vous chez l'obstétricien. Elle m'a coupé de sa vie complètement quand j'ai refusé de nommer mon bébé d'après lui. Le lendemain, elle a fait un signalement au service de protection de l'enfance, prétendant que je souffrais de psychose prénatale et que j'avais essayé de voler mon propre nouveau-né. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais agir de façon radicale. Il a toujours été évident que ma mère ne m'a jamais aimé. Mais ce n'est que pendant ma grossesse que j'ai eu une preuve irréfutable, car elle était obsédée par l'idée que mon bébé porte le nom de grand-père Gérald. Pour ma mère, c'était un vieux monsieur doux et gentil. Mais pour moi, c'était mon cauchemar d'enfance. L'homme qui me mettait dans un placard jusqu'à ce que je fasse pipi sur moi. Celui qui me laissait mourir de faim et riait quand je suppliais pour de la nourriture. Celui qui m'a volé mon innocence. Et ce n'est pas comme si ma mère n'était pas au courant. Elle le savait. Elle s'en fichait. Parce que, c'est comme ça qu'ils étaient élevés à leur époque. Alors quand elle m'a encore une fois demandé, j'ai dit non. J'ai pris un ton bien ferme en espérant qu'elle comprendrait enfin. Mais ça n'a pas marché. Et soudain, son visage s'est rempli de colère. Tu es égoïste, m'a-t-elle dit. Il est mourant, a-t-elle ajouté. J'ai levé les yeux au ciel. Ma mère sortait la carte du « il est mourant » depuis 10 ans. Maman, le nom du bébé est déjà choisi. Il s'appellera Lucas. Après tout ce qu'on a fait pour toi, espèce d'ingrate. Elle s'est interrompue en jetant un coup d'œil aux invités de la fête. On en reparlera plus tard. Et ce, plus tard, s'est transformé en 3 semaines de guerre psychologique. Mes tantes débarquaient à mon travail. Mes cousins m'inondaient de messages de culpabilisation. Mon père venait me voir pile quand mon mari partait au travail, pour me sermonner sur le respect et l'héritage familial. À chaque fois, c'était le même discours. Honore Gérald. Ne brise pas le cœur de ta mère. Arrête d'être égoïste. Le point de rupture est arrivé à mon rendez-vous des 36 semaines. En entrant dans la salle d'attente, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Assis là, entouré de mes parents, se trouvait mon grand-père Gérald. Ma mère m'a adressé un sourire mielleux. On s'est dit que Gérald devait entendre le cœur de son arrière-petit-enfant. Quand il a tendu ses mains avides vers mon ventre, quelque chose s'est brisé en moi. Il s'appelle Lucas, ai-je dit fort. Le bébé s'appelle Lucas. Il ne s'appellera jamais Gérald. Jamais. Un silence de mort a envahi la pièce. Ma mère s'est lentement levée, m'a regardé droit dans les yeux, et a prononcé sa sentence. Alors tu n'es plus notre fille. Ils sont partis sans un mot de plus. Le soir même, j'ai remarqué que mon abonnement téléphonique avait été résilié. Ils m'avaient retiré du forfait familial sans m'en parler. Tous mes proches m'avaient bloqué. Le groupe familial sur lequel j'étais depuis des années affichait maintenant, vous avez été retiré. Plus de fêtes. Plus d'aide en cas de besoin. Un bannissement total. Le fond du gouffre est arrivé 3 jours plus tard. Je me trouvais devant la caisse de Bye Bye Baby pour acheter un siège auto quand ma carte a été refusée. Le compte commun que j'avais avec mes parents, réservé aux urgences, avait été vidé puis fermé. Une fois dans ma voiture, j'ai hurlé de tristesse. J'étais seule, terriblement seule. Alors j'ai fait quelque chose de complètement fou, j'ai appelé ma belle-mère, la mère de l'homme qui m'avait abandonnée. Les larmes rendaient mes paroles presque incompréhensibles. Mais 45 minutes après lui avoir partagé ma localisation, elle est venue me chercher sur le parking. Je me suis installée sur le siège passager et elle m'a conduite chez elle, sans poser de questions. Et dès qu'elle m'a ouverte la porte, je me suis sentie encore plus mal. Elle m'a prise dans ses bras et m'a accueillie avec tant de chaleur que j'ai éclaté en sanglots. J'ai réalisé à quel point mes propres parents étaient terribles. J'ai fini par tout lui raconter. Elle avait l'air choquée, m'a demandé de répéter. Alors j'ai tout repris depuis le début, et son visage amical s'est transformé en une grimace de colère. Ces enfoirés, murmurait-elle sans cesse. Puis elle a posé sa tasse de thé et m'a montré quelque chose qui m'a glacée. Ta mère m'appelle depuis des semaines, a-t-elle dit, la voix tremblante. Elle a lancé les messages vocaux. J'ai entendu la voix de ma mère, calme et posée, expliquer que je souffrais de psychose prénatale, que j'avais arrêté mes médicaments essentiels. Dans le dernier message, elle suggérait que Patricia, ma tante, l'aide à documenter mes dérives. Pour pouvoir intervenir plus tard si nécessaire. Le choc a été brutal. Il ne s'agissait pas de prénom. Il s'agissait de contrôle. Et il préparait le terrain pour s'en prendre à mon enfant comme Gérald s'en était pris à moi. Il monte un dossier, ai-je chuchoté. Patricia hocha la tête, l'air grave. Tu as des preuves de tout ce qu'ils t'ont fait subir ? Et j'en avais. J'allais leur faire regretter chaque chose. Parce que dans ma famille, l'amour maternel est conditionnel. Mais la rage d'une mère qui protège son enfant ? Ils n'avaient encore jamais vu ça. J'ai passé les 3 heures suivantes à tout montrer à Patricia.
Mes mains tremblaient tandis que je lui montrais, dossier après dossier, tout ce que j'avais enregistré sur mon téléphone. 3 ans de documents comme ma thérapeute me l'avait conseillé après des incidents de gaslighting particulièrement graves. Des messages vocaux où ma mère hurlait après moi parce que je l'avais humiliée, à l'église. Des textos de mon père m'accusant d'être ingrate et égoïste. Des vidéos que j'avais prises en cachette pendant des dîners de famille où il me harcelait jusqu'à me faire pleurer. Patricia regardait tout, le visage de plus en plus sombre. Elle prenait des notes avec son écriture d'institutrice, classant tout par date. Quand je lui ai montré l'enregistrement de l'annonce de ma grossesse, elle a eu un haut le cœur. La voix ivre de ma mère résonnait. « Tu te souviens de ce qu'on a fait à cousine Rebecca quand elle n'a pas laissé oncle Harold la conduire à l'hôtel ? Plus personne ne lui parle. Tu veux finir comme tante Dorothy ? Même ses propres enfants font comme si elle n'existait pas. » J'avais oublié à quel point sa voix pouvait être froide, et le pire, c'est qu'elle me disait ça en me souriant à table. Mon père, lui, se contentait de hocher la tête en coupant sa viande, comme si menacer des membres de la famille était un sujet banal. Patricia m'a aidé à compiler les pires extraits dans un seul dossier. On a travaillé jusqu'à minuit pour tout organiser chronologiquement. Mon dos me faisait souffrir, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque enregistrement me rendait plus furieuse. Comment avais-je pu normaliser tout ça pendant si longtemps ? Celui-là, dit Patricia en montrant un message vieux de 2 ans. C'est une preuve de maltraitance émotionnelle de longue durée. L'enregistrement ? Ma mère me traitait de moins que rien parce que j'avais manqué l'anniversaire de Gérald. J'étais à l'hôpital avec une intoxication alimentaire, mais elle s'en fichait. Selon elle, je faisais du cinéma pour blesser Gérald. À 2 heures du matin, tout était prêt, 53 enregistrements, plus de 200 captures d'écran, des années de maltraitance documentées. Patricia fit des copies de sauvegarde sur 3 clés USB différentes. « Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ? demanda-t-elle. J'ai pensé à tous ces membres de la famille qui m'avaient sermonné. À tous ces cousins qui m'avaient traité d'égoïste. À toutes ces tantes qui m'avaient tendu des pièges à mon travail. Tous pensaient connaître la vérité. Tous croyaient la version de mes parents. Je vais montrer à tout le monde qui sont vraiment mes parents, dis-je. Patricia hocha lentement la tête. Bien. Mais fais-le intelligemment. Ils essaient déjà de monter un dossier contre toi. Je savais qu'elle avait raison, mais j'étais trop en colère pour réfléchir stratégiquement. J'ai passé l'heure suivante à créer une compilation vidéo des pires enregistrements, avec des sous-titres pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Quand j'ai fini, le soleil se levait, et la vidéo durait 52 minutes. Je l'ai postée sur Facebook à 6 heures du matin, en identifiant chaque membre de la famille auquel je pouvais penser, chaque ami d'église qui m'avait dit de respecter mes parents, chaque voisin qui pensait que ma mère était une femme si gentille. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai essayé de dormir. La première contraction a commencé à 5 heures du matin, le lendemain. J'ai eu l'impression que quelqu'un me compressait le ventre dans un étau. Je dormais dans la chambre d'amis de Patricia, et la douleur m'a réveillée en sursaut. C'est sûrement des contractions de Braxton X, me suis-je dit. Mais 10 minutes plus tard, une autre est arrivée. Puis 8 minutes. Puis 6. J'ai frappé à la porte de Patricia et dès qu'elle m'a vue, elle a attrapé ses clés. À l'hôpital. Tout de suite. Le trajet a été flou, ponctué de contractions et de Patricia grillant les feux rouges. Elle parlait sans arrêt pour me calmer, mais je ne comprenais rien. Tout ce à quoi je pensais, c'était que j'allais enfin rencontrer mon fils. Lucas arrivait. À l'hôpital, ils m'ont admise immédiatement. Les contractions étaient espacées de 3 minutes et devenaient de plus en plus fortes. Patricia est restée à mes côtés, me tenant la main puisque mon mari n'avait pas pu quitter le travail. Elle m'a donné des glaçons et m'a rappelé de respirer. 14 heures. C'est ce qu'il a fallu. 14 heures de douleur à comprendre pourquoi on appelle ça le travail. Et puis soudain, il était là. Lucas. Parfait. En train de crier. Et à moi. L'infirmière l'a posé sur ma poitrine et tout le reste a disparu. Ses petits doigts ont agrippé les miens et j'ai oublié mes parents, oublié la vidéo, oublié tout sauf ce petit être parfait que j'avais créé. Il est magnifique, a chuchoté Patricia, les larmes coulant sur ses joues. J'étais épuisée, mais je ne pouvais pas détacher mon regard de lui. Il avait mon nez et le menton de son père. Quand il a ouvert les yeux, ils étaient brun foncé, comme les miens. Rien à voir avec les yeux bleus glacés de Gérald. Cette paix a duré exactement 1 jour. J'étais encore en train de récupérer, j'essayais de comprendre comment elle était, quand mon infirmière, Sarah, est entrée avec un air mal à l'aise. Des personnes appellent, dit-elle prudemment. Elles prétendent être des contacts d'urgence, mais elles ne figurent pas sur vos formulaires. Mon estomac s'est noué. Mes parents ? Elle hocha la tête. Ils ont appelé 6 fois en 1 heure,
exigeant des informations sur vous et le bébé. On ne leur a rien dit à cause du HIPAA, mais je voulais que vous soyez au courant. Le visage de Patricia se durcit. Il monte d'un cran. J'allais répondre quand on frappa à la porte. Une femme en tailleur entra, un bloc-notes à la main. Tout en elle criait, fonctionnaire de l'État. Je suis Janet, des services de protection de l'enfance, dit-elle. Nous avons reçu des signalements inquiétants concernant votre état mental et devons procéder à une évaluation. Tout mon corps s'est glacé. Ils l'avaient fait. Ils avaient appelé les services sociaux contre moi alors que je saignais encore de l'accouchement. Lucas s'est mis à pleurer et je l'ai serré plus fort contre moi. Je veux voir une pièce d'identité, dit Patricia en se plaçant entre nous. Janet montra sa carte professionnelle et des documents officiels. Tout était légitime. Plusieurs rapports avaient été déposés, exprimant des inquiétudes sur ma stabilité mentale et ma capacité à m'occuper d'un nouveau-né. Les signalements mentionnaient une psychose prénatale, un refus de traitement, et des délires paranoïaques concernant des membres de ma famille. C'est de la folie, ai-je dit. J'ai accouché hier. Je comprends que le moment est délicat, répondit Janet. Mais dès que nous recevons un signalement, nous devons enquêter. J'ai juste besoin de vous poser quelques questions. Patricia sortit son téléphone. J'appelle Linda. Ne dis rien tant qu'elle n'est pas là. Linda était une amie de Patricia du club de lecture, mais aussi avocate spécialisée en droit familial. Elle est arrivée 20 minutes plus tard, furieuse. Elle avait évidemment vu ma vidéo, qui était devenue virale dans la nuit. Ne répondez à rien sans ma présence, me dit-elle. Puis, à Janet. Ma cliente vient d'accoucher. Elle est en convalescence. L'interrogatoire doit respecter sa condition médicale. Janet commença avec des questions de base. Est-ce que je prenais des médicaments? Avais-je un diagnostic psychiatrique? Est-ce que je consultais un thérapeute? J'ai répondu honnêtement. Aucun médicament. Aucun diagnostic à part de l'anxiété. Et oui, je voyais un thérapeute depuis des années pour des traumatismes d'enfance. Les signalements évoquent des accusations contre des membres de votre famille, dit Janet prudemment. Ce ne sont pas des accusations si c'est vrai, ai-je répondu. Linda sortit son téléphone. Avez-vous vu cette vidéo? Elle a 50 000 vues et des centaines de commentaires de membres de la famille qui confirment les abus. Janet regarda quelques minutes de la compilation. Son visage devint de plus en plus grave. C'est une documentation très détaillée. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit brusquement. Mes parents entrèrent avec un homme en costume hors de prix, leur avocat, évidemment. Les yeux de ma mère allèrent directement vers Lucas dans mes bras. Nous sommes ici pour protéger notre petit-fils, déclara-t-elle. Vous devez partir, dit immédiatement Linda. Vous n'êtes pas sur la liste des visiteurs autorisés. Nous avons des droits, dit mon père. Il avait l'air plus vieux, comme si les derniers jours l'avaient usé. C'est notre petit-fils. Leur avocat s'avança. Nous demandons la garde d'urgence de l'enfant en raison de l'état mental de la mère. Il sortit un dossier épais rempli de documents. Nous avons des preuves de délire paranoïaque, de refus de traitement, et de comportements erratiques mettant l'enfant en danger. Quel traitement? Ai-je demandé. On ne m'a jamais prescrit de médicaments pour ma santé mentale. Le sourire de ma mère était glacial. Le docteur Morrison t'a prescrit des stabilisateurs d'humeur quand tu avais 16 ans. Tu as refusé de les prendre. Le docteur Morrison était ton ami d'église. Il m'a vu 10 minutes. Ce n'était même pas un psychiatre. L'avocat continuait à sortir des documents, des soi-disant notes de séances de thérapie que je n'avais jamais eues, des ordonnances de médicaments dont je n'avais jamais entendu parler. Ils avaient fabriqué un faux dossier médical. Ces documents sont falsifiés, dit Linda en les examinant. Ces dates ne collent même pas. Elle aurait eu 12 ans ici. C'est alors que ma sœur Catherine entra. Je ne l'avais pas vue depuis des mois. Elle avait les larmes aux yeux et j'ai senti naître un espoir. Peut-être était-elle venue pour me soutenir. Je suis très inquiète pour le bébé, dit-elle. Et mon espoir s'est effondré. J'ai été témoin de comportements très préoccupants. Elle n'est pas assez stable pour s'occuper d'un nouveau-né. Catherine, qu'est-ce que tu fais? Ai-je demandé. Elle évitait mon regard. Je dis juste la vérité. Tu te souviens le mois dernier, quand tu as fait une crise au déjeuner? Tu parlais de complot et tu disais que tout le monde était contre toi. On n'a jamais déjeuné ensemble le mois dernier, dis-je lentement. Tu avais encore annulé. Patricia sortit soudainement son téléphone. Intéressant, Catherine. Elle appuya sur lecture. Je ne savais pas qu'elle enregistrait ses appels, mais voilà. La voix de Catherine, claire comme le jour. Salut Patricia, c'est Catherine. Écoute, je suis désolée mais maman et papa m'ont promis de rembourser mes cartes de crédit si je les aide à obtenir la garde. Je suis noyée dans les dettes et j'ai besoin de cet argent. Je sais que c'est mal,
mais je suis désespérée. Ils m'ont dit que tout ce que j'ai à faire, c'est témoigner qu'elle est instable. Un silence glacial s'installa dans la pièce. Le visage de Catherine devint livide. L'avocat de mes parents commença à remuer ses papiers nerveusement. Janet, l'agente des services de protection de l'enfance, nous regardait tous, les sourcils levés. « Tu as enregistré ça ?» murmura Catherine. « J'enregistre tout maintenant, » dit Patricia. « C'est ta sœur qui m'a appris ça. » Mon père s'avança vers mon lit. « Assez de ce cirque. Donne-moi mon petit-fils. »« Sécurité !» appela Linda. Mon père tenta réellement d'arracher Lucas de mes bras. Je poussai un cri et me tournai pour protéger mon bébé. 2 agents de sécurité entrèrent en courant et le maîtrisèrent. « Ne touche pas à mon bébé !» criai-je. « Ce n'est pas ton bébé !» hurla mon père pendant qu'on l'éloignait. « Tu es une mère indigne. On le prouvera. » Ma mère le suivit, mais pas avant d'avoir lancé à Janet. « Vérifiez les antécédents. Vous verrez qu'on a raison. » La pièce devint soudainement silencieuse. Lucas pleurait. Moi, je tremblais. Janet s'assit sur la chaise des visiteurs et soupira. « Je fais ce métier depuis 15 ans, dit-elle. J'ai vu beaucoup de familles dysfonctionnelles. Mais ça... » Elle désigna les papiers éparpillés partout. « C'est autre chose. » Linda commença à regrouper les preuves. « Ces dossiers médicaux sont falsifiés. Regardez l'entête. Cet hôpital n'avait pas d'unité psychiatrique en février 2009. Et cette signature de médecin? Il est mort en février 2007. » Janet examina les documents de plus près. « Vous avez raison. Ce sont des faux, sans aucun doute. Puis-je vous montrer quelque chose ?» demandai-je. Je sortis une vidéo de mon téléphone, datant de 2 ans. On y voyait ma mère en train de dicter à Catherine ce qu'elle devait dire sur moi. Dis-leur qu'elle a toujours été instable. Parle du jour où elle a pleuré à Noël. Fais en sorte que ça paraisse pire que c'était. Catherine s'effondra sur une chaise. Je ne savais pas qu'ils m'enregistraient aussi. Ce n'était pas eux, dis-je. C'était moi. Je documente tout depuis des années. Janet prit des notes. Elle regarda davantage de ma vidéo de compilation. Elle étudia les faux documents. Elle écouta les enregistrements sauvegardés par Patricia. Quand elle eut fini, il faisait nuit. « Je dois rédiger un rapport, dit-elle enfin. Mais pas celui que vos parents espéraient. Porteur de fausses accusations aux services sociaux, c'est un crime. Falsifier des documents médicaux, c'est un crime. Essayer d'obtenir un enfant sous de faux prétextes, c'est un crime. Donc Lucas est en sécurité ? Demandai-je en le serrant plus fort. Votre fils est parfaitement en sécurité avec vous, me rassura Janet. Mais je recommande de demander immédiatement une ordonnance restrictive. Vos parents ont prouvé qu'ils étaient prêts à tout. Linda acquiesça. Je vais déposer les documents ce soir. D'abord une ordonnance d'urgence, ensuite on la rendra permanente. Les 3 jours suivants, tout est allé très vite. Linda a demandé des ordonnances d'éloignement contre mes parents, Catherine, et même Gérald. L'hôpital a placé une alerte de sécurité sur ma chambre. Personne ne pouvait me rendre visite sans être sur ma liste approuvée. Mais ma famille n'avait pas dit son dernier mot. Des proches ont commencé à prendre parti et sont venus à l'hôpital. Ma tante Rebecca a conduit 6 heures pour me voir. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, mes parents disaient qu'elle était folle. J'ai vu ta vidéo, dit-elle en me tenant la main. Tout s'explique maintenant. Ils m'ont fait la même chose. Elle m'a raconté son mariage, 20 ans plus tôt. Elle avait refusé de laisser Harold la conduire à l'hôtel car il s'était montré déplacé avec elle quand elle était ado. Mes parents avaient répandu la rumeur qu'elle couchait avec son patron, inventé des histoires sur sa prétendue instabilité. Elle avait perdu son emploi et la majorité de la famille lui avait tourné le dos. J'ai aussi des enregistrements, dit-elle. J'ai commencé après avoir perdu mon travail. Ta mère admettant qu'elle avait inventé l'histoire d'adultère. Ton père rigolant en disant qu'il m'avait donné une leçon. Le lendemain, oncle Harold débarqua, prétendant que j'avais toujours été trop dramatique. Mais quand Linda l'interrogea sur des faits précis, il hésita. Eh bien, je ne l'ai jamais vraiment vu faire ça, admit-il. Mais ses parents m'ont dit qu'elle avait des problèmes. Donc vous répétez des rumeurs, demanda Linda. Ce ne sont pas des rumeurs si c'est la famille, répondit-il, sans grande conviction. D'autres proches se manifestèrent. Cousine Jennifer avoua que mes parents avaient menacé de la couper si elle ne me harcelait pas à propos du prénom. Tante Carole révéla qu'ils planifiaient tout cela depuis des mois, depuis qu'ils avaient appris ma grossesse. Ils avaient des réunions, dit-elle. De vraies réunions pour organiser la garde. Chacun avait un rôle. Je suis tellement désolée d'y avoir participé. Le vrai coup dur pour mes parents est arrivé quand ils ont fait leur plus grosse erreur,
ils ont soumis les faux dossiers médicaux au tribunal comme preuve dans leur demande de garde d'urgence. Les documents affirmaient que j'avais été diagnostiquée bipolaire à 12 ans et que je refusais tout traitement depuis. Linda repéra immédiatement l'erreur. C'est impossible. Cet hôpital n'avait pas d'unité psychiatrique pour enfants. Et ces dates? Selon les archives scolaires, elle était en colonie de vacances. Le bureau du procureur s'est impliqué après cela. Falsifier des dossiers médicaux, c'était grave. Les utiliser dans une affaire de garde, encore pire. Mes parents avaient franchi la ligne entre drame familial et comportement criminel. Leur avocat les abandonna en découvrant qu'ils lui avaient menti. Il déposa une motion pour se retirer du dossier pour raisons éthiques. Aucun autre avocat en ville n'accepta de les représenter une fois les rumeurs sur les faux papiers répandus. Lors de l'audience d'urgence pour les ordonnances d'éloignement, la juge examina tout. La vidéo. Les documents falsifiés. Les témoignages de Patricia, de Rebecca et de 3 autres membres de la famille. Le rapport de Janet prouvant que les signalements aux services sociaux étaient mensongers. Mes parents se représentèrent eux-mêmes, et ça se passa exactement comme on pourrait l'imaginer. Ma mère pleura en disant qu'elle voulait juste protéger son petit-fils. Mon père se lança dans une tirade sur ses droits de grand-père. Aucun des deux ne put expliquer les faux documents. J'ai vu beaucoup de disputes familiales, déclara la juge. Mais le niveau de manipulation et de tromperie ici est exceptionnel. Les preuves démontrent un schéma clair d'abus, de harcèlement et désormais de comportement criminel. Elle accorda des ordonnances d'éloignement permanentes contre mes parents, Catherine et Gérald. Ils ne pouvaient pas s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de Lucas. Tout contact entraînerait une arrestation immédiate. Elle ordonna aussi qu'ils paient l'intégralité de mes frais juridiques et transmit le dossier au parquet. Vous avez systématiquement harcelé votre fille, tenté de lui voler son enfant et commis une fraude dans le processus, dit-elle à mes parents. Ce tribunal ne tolérera pas un tel comportement. 6 mois plus tard, ils furent jugés pour harcèlement et dénonciation calomnieuse. J'ai dû témoigner, ce qui fut plus difficile que prévu. Assise dans cette salle d'audience, face à ceux qui étaient censés m'aimer inconditionnellement, je ressentais surtout de la tristesse. Ils furent déclarés coupables sur tous les chefs d'accusation. La juge les condamna à 2 ans de probation et à un suivi psychologique obligatoire. Ils durent aussi payer une amende et se virent interdire de faire le moindre signalement me concernant auprès de n'importe quel organisme.